Je suis également très heureux de vous rencontrer et surtout d'exprimer l'émotion de la peine que vous et moi sentions, à savoir comment peut-on rendre la confiance et l'espoir au peuple congolais. Comment peut-on sortir le pays du gouffre de la crise économique, sociale, politique, voire même spirituelle qu'il traverse pendant cette période, l'histoire menacée. Voilà les quelques questions majeures auxquelles seuls les politiciens congolais, de concert avec la communauté internationale, doivent trouver la réponse. Et vous constaterez, lorsqu'on reste à la base d'une distinction claire ou insister sur un système observatoire, vous verrez que la lutte de la classe politique congolaise n'est pas inscrite dans les processus d'une rupture avec la mauvaise gouvernance tant décriée, et plutôt celle d'accéder aux mêmes avantages sociaux à la place et lieu de ceux qui sont en charge de l'exercice étatique. Et cela date depuis l'indépendance. Cela n'engage que moi. Je soupçonne même nos pères de l'indépendance que leur lutte était basée sur la politique de haute toi de là que je m'y mette pour que je jouisse des mêmes avantages que vous. C'est-à-dire, ils avaient trouvé un fonds de commerce qui n'était autre que l'indépendance immédiate. Voulez-vous confirmer de ce que les autres pensent et disent à haute voix que nos pères d'indépendance n'étaient plus objectifs dans leur démarche? Je viens de vous le dire. Lorsqu'on observe, je suis arrivé à cette conclusion que leur lutte consistait à accéder aux mêmes avantages sociaux que les Belges, c'est-à-dire occuper les maisons que les Belges occupaient, travailler dans le même bureau que les Belges, rouler avec le même véhicule que les Belges utilisaient, tout en oubliant que la maison et le bureau que les Belges utilisaient étaient repeints chaque année et que le véhicule était entretenu chaque mois, sans attendre que le véhicule tombe en panne pour l'amener au garage. Voire même la résidence où habitait un Belge, il y avait un jardinier qui payait ses impôts grâce à son salaire. On ne pouvait en aucune manière soupçonner un Belge couper l'arbre de sa parcelle pour préparer le haricot. Vous voyez, cette politique de haute toi de là que je m'y mette ne date pas d'aujourd'hui. Et lorsque les Belges sont partis, on a vu les résultats de ceux qui réclamaient l'indépendance au nom du peuple congolais. La lutte, c'était entre eux, pour ne pas citer les noms. Et puis Mobutu, dans son coin, se disait aussi « ôtez-vous de là que je m'y mette ». Un jour, il a réalisé ses rêves. Il les a presque tous chassés pour accéder au pouvoir. Mais malheureusement, tout en étant dépourvu d'un projet d'alternative. Et lorsque Mobutu est arrivé au pouvoir, on a vu ce qu'il a fait de l'économie de ce pays pendant plus de 32 ans. Kabila aussi dans son coin qui se disait, bon écoutez, ôtez-vous de là que je m'y mette. Lorsque Mouzé est arrivé, moi tout ce que j'ai retenu de lui de très important et de capital, c'est cette phrase qui consiste à ne pas trahir le Congo. Autrement dit, ce que nous ne ferons pas pour ce pays, personne d'autre ne le fera à notre place. Vous voyez, cette manière d'accéder au pouvoir sans un projet de bonne gouvernance, parce que
avec la classe politique congolaise, elle est habituée aux nombreuses déclarations et fait d'annonce à la place du débat en toute responsabilité sur un projet de bonne gouvernance. Donc, aux questions actuelles, nous devons y apporter des solutions proprement économiques, pénétrées d'intelligence et de raison, parce que le problème de ce pays est économique que politique. Justement, parce que vous êtes en train d'en parler, et nous voudrions savoir qu'est-ce qui serait à la base, je dirais, de ce manque de vision. C'est quoi, l'immaturité politique, ou bien il y a un autre élément qui a caractérisé presque tous les hommes politiques 38 ans maintenant après l'indépendance? Je viens de vous le dire. Il y a par exemple ici au Congo, on trouve les musiciens qui cherchent à devenir députés. Le problème du Congo est avant tout économique que politique. Et lorsque on peut prendre un exemple qui est simple. On prend 40 cartons de papier hygiénique. On donne 20 cartons de papier hygiénique à l'université Georgetown à Washington, D.C. On prend 20 cartons de papier hygiénique, on donne à l'université Inikin de Kinshasa. Lesquels de papier hygiénique disparaîtront les premiers? De l'université de Kinshasa. Pourquoi? Parce que les papiers hygiéniques est comme un luxe. Et au niveau de l'université Georgetown, c'est quelque chose de banal. Autrement dit, la démocratie dont on parle, à tort et à raison. Et par démocratie, moi j'entends le respect des lois de la République. Et ces lois sont plus ou moins respectées dans une société où il y a la quantité suffisante de biens et de services par rapport aux besoins de la population. Prenons le cas, par exemple, si l'État congolais voulait, par exemple, organiser un référendum. Comme je vous avais dit la fois dernière, le mot référendum réveille même les morts. Avec une question, que les Congolais votent pour ou contre les vols. La majorité des Congolais votera contre les vols. Qu'il ne suffit pas d'avoir voté contre les vols. Le problème réside au niveau de ce que l'État met en face de celui qui a voté contre le vol, mais pas pour qu'il ne vole pas, mais pour qu'il ne soit pas en état de voler. Ce sont deux choses différentes. Voler et être en état de voler. À la place de tout cela, nous sommes habitués depuis la deuxième République, avec les nombreuses déclarations, c'est-à-dire des pipeaux, comme disent les Français. Avec Mobutu, on nous parlait de l'objectif 80. Mobutu est parti sans qu'on ait vu même le bout de l'objectif 80. Avec ceux qui sont en charge de l'exercice étatique actuellement, nous parlent des changements de mentalité et nouvelle citoyenneté et émergence 2030. Prenons par exemple le cas de changement de mentalité. Moi, je suis enseignant, j'habite Ngaliema et j'enseigne à Matete. Enseignant animé d'une volonté exceptionnelle de changer la mentalité. Quand je pars de ma maison pour aller, disons, vers le lieu de mon travail, je dois emprunter le transport chez mes voisins. J'ai 3 mois de loyer impayés. L'eau et l'électricité impayées. Le minerval de mes enfants impayés. J'arrive à l'école, j'ai 70 étudiants. Je passe l'examen, si 70, il y a 40 qui réussissent, 30 qui ont échoué, s'organisent, préparent l'enveloppe. Ils viennent me trouver. Moi, l'enseignant qui est animé d'une volonté exceptionnelle de changer la mentalité. Ils me tendent l'enveloppe. Ils disent, monsieur, voilà ce que nous vous apportons comme cadeau parce que nous ne voulons pas refaire la classe. Moi qui suis enseignant animé d'une volonté exceptionnelle de changer la mentalité. Vous comprendrez de quel côté je vais me pencher. Ce que je dis pour l'enseignant, je peux le dire pour celui qu'on appelle agent d'ordre, à qui vous remettez une arme sans tenir compte de son salaire. Et s'il utilisait cette arme pour arrondir ses fins du mois, à qui incombe la faute? À vous qui lui avez remis l'arme sans tenir compte de son salaire. Ce que j'ai dit pour l'enseignant, pour l'agent d'ordre, je peux le dire aussi pour un fonctionnaire. Un huissier, mon rôle consiste à transmettre les dossiers. Quand vous venez avec les dossiers, il faut
que le dossier soit accompagné de sous-bassements. Et c'est grâce à ces sous-bassements que je paye le transport parce que avec mon salaire, je ne peux pas, disons, payer le transport pendant tout un mois. C'est avec les sous-bassements que je paye le transport, que je paye la nourriture, que je paye mon loyer, que je paye le minéral de mes enfants. Vous venez avec les dossiers, le huissier regarde, check les dossiers. Et s'il voit qu'il n'y a rien, il vous le dit en face, il vous dit, mais tata, yo koya kana dossier bolumbu boy. Vous comprenez que ce huissier ne peut pas changer la mentalité, ne se contenter que de changement de mentalité lorsque l'État qui le paye n'a pas encore tenu compte de son vécu quotidien. Tout ce que vous êtes en train de peindre comme tableau, c'est pour beaucoup de cas, c'est ce que le Congolais vivent aujourd'hui. Mais en peu de mots, est-ce qu'il n'y a pas le point positif, le point fort de cette classe politique congolaise? Le rôle de l'opposition consiste à soutenir les efforts fournis dans le passé, condamner les échecs et proposer les pistes de solutions. La question qui me vient à l'esprit est celle-ci. Est-il réellement juste d'affirmer que Kabila n'a rien fait? Je ne suis pas kabiliste, mais je suis réaliste. Je trouve indigne de la part de ceux-là qui émettent des jugements sur la gestion de Kabila sans se donner la moindre peine d'évaluer ce qui a été bien fait et ce qui reste à faire. Je vous ai dit que je ne suis pas kabiliste. Justement, on le fait justement par rapport à ce qui est palpable, ce qui était promis, ce n'est pas ce qui est réalisé. Ce n'est pas parce qu'on a présenté un programme que... N'oubliez pas que le Congo, c'est un pays continent. On peut bien beau faire des promesses, mais n'étant pas en charge de l'exercice du programme de la visibilité, du programme du président de la République, je suis mal placé pour vous montrer quelques projets qui ont été réalisés. Peut-être que vous pouvez le dire pour justement contredire ce que les autres sont en train d'avancer comme argument. Prenons l'hôpital, par exemple, cinquantenaire. Qui n'est plus à la bourse de la majorité de la population congolaise. Et ça, c'est un autre problème qui relèverait de ce que l'État doit faire pour qu'il y ait plus de Congolais qui travaillent, qu'ils aient un salaire. Lui a construit l'hôpital est là, mais il appartiendra à ceux-là qui se sentent en mesure de faire de sorte à ce qu'il y ait plus de Congolais qui travaillent, non seulement travailler, faire de sorte à ce que chaque Congolais qui travaille, quel que soit son rang social, puisse, grâce à son salaire, être en mesure de manger du 1er au 30, payer les loyers, assumer le transport, les soins médicaux, l'éducation de ses enfants et épargner. Voyez-vous que ce Congolais qui, grâce à son salaire, a rempli ces 6 conditions que je viens de vous citer, payera l'impôt à l'État. Et la première ressource du revenu de l'État vient de taxes et d'impôts. Nous glissons sur le plan économique parce que vous m'avez poussé d'y aller. Nous sommes estimés à 90 millions. Et s'il arrivait que 50 millions de Congolais aient un travail, non seulement du travail et un salaire décent. Dans ce pays, il y a lieu d'avoir un SMIC de 500 $. Dans ce pays. Et s'il arrivait qu'il y ait 50 millions de Congolais qui travaillent, qui touchaient, disons 500 $, sur lesquels on va retenir ne fût-ce que 50 $ d'impôts. Prenons 50 $ d'impôts retenus par l'État chaque mois, multiplions par 50 millions. L'État aura dans sa caisse 2,5 milliards d'impôts seulement sur la masse salariale, sans compter des gérades,
sans compter des GI, sans compter des GEM, sans compter d'autres services d'impôts connexes. Monsieur le Président Oscar, tout ceci c'est connu, mais justement, quand vous basculez de l'opposition vers le pouvoir, mais malheureusement, il n'y a plus le résultat qui suit. Je n'ai pas terminé mon idée. Je vais contredire ceux qui pensent que le budget de ce pays ne peut tourner qu'autour de 30 à 40 milliards. Mais moi, ce que je dis, je vous déchiffre ça. Je vous dis que l'État peut réaliser 30 milliards chaque mois d'impôts seulement sur la masse salariale. Vous comprenez? Et 25 milliards. Et si on prend 25 milliards, on multiplie par... c'est 2 milliards 500 millions. 2 milliards 500 millions multipliés par 12 mois, l'État aura dans sa caisse 30 milliards d'impôts seulement sur la masse salariale. En y ajoutant la DGRAD, DGI, des GEM, d'autres services connexes, le budget du Congo, moi je le vois autour de 55 à 60 milliards par an. Aujourd'hui, les opposants qui ont fait des estimations budgétaires jusqu'à 100 milliards de dollars, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, mais il faut qu'il y ait un commencement. On ne peut pas sauter du coq à l'aile. Là, de peindre un tableau peu reluisant de la classe politique congolaise et tous ces efforts, les conséquences, contre-performances des hommes politiques congolais aujourd'hui, c'est quoi? Je vous ai dit ça en introduction, que la lutte de la classe politique congolaise n'est pas inscrite dans le processus d'une rupture avec la mauvaise gouvernance. Elle est plutôt celle d'accéder aux mêmes avantages sociaux à la place et lieu de ceux qui sont en charge de l'exercice étatique. Et là, on peut parler de l'inconscience ou bien de l'immaturité politique. Entre les deux expressions, si elles ne sont pas fortes. C'est la pauvreté. D'où je vous ai dit que le problème de ce pays n'est pas politique, il est avant tout économique. Il faut rétablir les équilibres économiquement rompus. Faire de sorte à ce qu'il y ait plus de Congolais qui travaillent, non seulement travailler, mais qui ont un salaire décent qui leur permettent de remplir ces 6 conditions que je viens de vous citer. Et les Congolais qui grâce à son salaire, remplit ces 6 conditions, sera dans l'obligation de payer l'impôt à l'État. Parce que la première source du revenu de l'État vient de taxes et d'impôts. Plus il y aura des Congolais qui travaillent et qui gagnent un salaire décent, plus l'État aura d'impôts. Et l'État qui a plus de moyens grâce aux impôts sera en mesure de réaliser les grands travaux publics, c'est-à-dire construire des ponts, des routes, il peut asphalter même nos rues. Et l'État qui a plus d'argent, grâce aux impôts, cet État-là organisera et équipera les services de renseignement, l'armée, la police, l'administration publique, et l'État qui a plus de moyens grâce aux impôts payera décemment les fonctionnaires, les agents de l'État. Vous entendez parler, vous avez vraiment le souci d'avoir un Congo fort, prospère. Quelle lecture en demi-mot vous pouvez faire de ces arrêts de la Cour constitutionnelle et qui ont dû écarter, entre autres, Jean-Pierre Bemba, Mozito et Gizenga et les autres? Il y a la politique de 2 poids, 2 mesures. Et ce pays ne sera jamais reconstruit dans un climat de haine, d'exclusion et de vengeance. Parce que les formes devant revêtir les bonnes relations entre toutes les filles et fils du Congo sont à la portée de ceux qui y souscrivent et pensent en ce sens. Monsieur le Président Oscar, est-ce que vous avez un dernier mot à dire, au moins un message à lancer aux téléspectateurs qui sont nombreux en train de vous regarder? Je leur dirais que la divergence d'opinion n'est pas le signe d'un échec entre les membres de la même communauté.
Elle est plutôt l'expression d'opinions en liberté qui, pour l'intérêt supérieur de la nation, permet aux différentes parties en présence par le dialogue permanent, de négocier afin de parvenir à un consensus humainement acceptable. À quoi bon d'aller aux élections tout en sachant qu'après des élections, il n'y aura pas la tranquillité, il n'y aura pas la paix dans le pays, pour que ceux-là qui sont animés d'une volonté de construire ce pays se mettent au travail.